Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Alexandre, on pensait avoir vu beaucoup de choses. Dans les derniers mois, on a eu des histoires de torture dans cette guerre entre les Hells et les groupes indépendants dont Félix Séguin nous parle quotidiennement. Mais là, on a atteint un autre niveau hier. On a de nouvelles informations qui nous proviennent du bureau d'enquête, Mario, sur un événement survenu en début de semaine à Frampton, en Beauce. Souvenez-vous qu'on avait retrouvé le corps d'une personne. Eh bien, on en sait davantage. Le corps retrouvé est celui d'un adolescent de 14 ans. Ce qui serait arrivé, toujours selon les informations de notre collègue Félix Séguin et du bureau d'enquête, c'est qu'il y a 2 adolescents de Montréal ont fait le chemin jusqu'à Frampton en Beauce pour aller justement poser un geste d'intimidation envers un club-école affilié aux Hells Angels. Donc deux kids mineurs partent pour aller régler le cas des Hells en Beauce. C'est ça. Alors, c'était le repère du club-école des Hells du côté de la Beauce. Alors, les 2 étaient armés d'un fusil de type AK-47. Et ce sont 2 ados qui étaient membres du gang de rue de Saint-Léonard, EGK. Everybody gets killed. Tout le monde va se faire tuer. C'est un gang un beau nom de groupe. Oui, non, c'est rassembleur. Et c'est un gang qui serait sous l'autorité d'un autre groupe encore plus violent, le Arab Power. Ce serait, Mario, 2 groupes qui essaieraient de s'immiscer dans le conflit qui fait rage actuellement entre les Hells et le BFM. Mais qui sont d'aucun des 2 bords. Ce serait un 3e groupe, mais qui veut profiter de la chicane pour s'insérer. Là. Exactement. Alors, parallèlement à tout ça, il y a eu réaction de la part du ministre de la Sécurité publique qui a qualifié d'immonde le fait d'enrôler des jeunes pour faire le sale travail des gangs de rue et a réitéré sa confiance à la police pour essayer là, de rassurer la population. 14 ans, Mario. 14 ans? 14 ans, t'arrives avec un AK-47 pour aller faire le job aux Hells. Puis tu finis... Écoute, parce que moi, quand le corps a été découvert, personne ne semblait se douter que c'était un mineur, mais quand le corps a été découvert, on parlait d'impossibilité de le reconnaître, là, que le corps était, je sais pas, mutilé, mais c'était un carnage, là. Et parallèlement à tout ça, on sait que il y a toujours Dave Picturmel, celui qui est à la tête de BFM, Blood Family Mafia. Lui, il a un contrat sur la tête. 500 000 $. Un contrat sur sa tête. Il est introuvable, c'est en cavale quelque part à travers le monde, mais ça brasse, là. Puis jusqu'où ça va aller? Puis où ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a une escalade de violence? Mais le fait que... Puis quand des groupes de jeunes à Montréal qui recrutent s'appellent les Everybody Gets Killed, ça donne le ton. Ça donne le ton. Mais j'ai hâte de parler. Félix Séguin va être avec nous comme chaque jour vers 8h15, 8h20. Il va certainement aujourd'hui nous donner tous les derniers détails là-dessus. On reste dans le monde du crime, des vols d'auto, vols de voitures. C'est en une journal. On a beaucoup parlé du fléau de vol de véhicules et de l'ingéniosité des voleurs de véhicules pour essayer de les faire passer en douce puis de les amener là, jusqu'au port de Montréal, entre autres. Eh bien, visiblement, un stratagème quand même assez ingénieux. C'est un groupe de criminels qui utilise une roulotte modifiée pour voler des véhicules en Ontario, des véhicules de luxe, puis les acheminer par la suite au port de Montréal. Les vols de véhicules, on estime à peu près à 3 millions de dollars dans ce cas-ci. Puis si vous voyez vraiment les photos, là, c'est comme, imaginez, là, vous croisez une tente roulotte, là, d'une bonne grosseur quand même sur l'autoroute, sauf que c'est trafiqué. En dedans, il n'y a pas le petit évier, puis le lit, puis tout ça. Là. C'est ça, là. Il n'y a pas le panneau rétractable, là, puis le petit divan, puis les petites armoires, puis la douche, là. Non. C'est qu'à l'arrière, il y a une porte là, qui se déploie. Avec une espèce de rampe. Une rampe, et là, ils rentrent des véhicules là-dedans, puis là, ils ont l'air de s'en aller au camping Sainte-Madeleine. On part de Montréal. On part de Montréal plutôt qu'au camping. Il y a plusieurs individus qui ont été arrêtés en lien avec ce stratagème-là. Il y en a d'autres qui sont recherchés par la police. Mais quand même. Donc, ils se promènent sur la route. On est rendu là. Sur l'autoroute en toute impunité. Roulotte. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Mais il reste que le vol de véhicules, il y en a encore, là. Mais ça a diminué. Tu sais, on nous a dit à un certain moment, je me souviens, les premières entrevues, parce que moi, à un moment donné, j'étais choqué. Je me disais, écoute, les gens se font, à Montréal, dans l'est de Montréal, les gens se faisaient voler, même ça arrive sud, à Laval, les gens se faisaient voler leurs véhicules. C'était écœurant. Puis les assurances de tout le monde montaient. Puis on nous disait du côté de la police, c'est complexe, puis c'est évolué, puis c'est ici, puis c'est des gros. Mais c'est drôle, quand les gouvernements ont dit, là, la pression des compagnies d'assurance, la pression de l'opinion publique sur les gouvernements, quand les gouvernements ont dit, là, c'est fini. On met les ressources policières, l'Agence des services frontaliers.
Il y en a encore, mais ça a diminué. Là. Ça s'est calmé, puis je pense que c'est pas fini. Et je dis ça pour dire, il va falloir faire la même chose avec la fraude. Je fais du coq à l'âne, mais Isabelle Chevrier, qui nous a parlé cette semaine, l'auteur d'Indéfendable, non, mais qui s'est fait frauder au téléphone par quelqu'un qui imite la voix. Et voici mon raisonnement. Ces fraudeurs-là, il y a du monde présentement que c'est leur métier à temps plein. Là. Ils inventent des fraudes, ils inventent toutes sortes de schémas là, d'utiliser la voix, d'imiter pour voler des grands-parents. Puis, ils ont tellement... D'abord, il y a deux problèmes. Un, ils ont zéro peur de se faire prendre. Très, très faible peur de se faire prendre. Et si jamais ils se font prendre, comme nos lois sont tellement peu sévères, on dit c'est un crime sans... T'as volé une vingtaine de personnes âgées, c'est un crime sans violence, tu sais. Puis bon... Et il va falloir que la justice là, soit intraitable. Il va falloir qu'on ait à la une du Journal de Montréal là, des sévérités de peine puis des avocats de la défense des peines exemplaires puis des avocats de la défense qui hurlent que le juge est viré fou, les peines sont rendues bien trop sévères pour faire peur aux autres. Là. Quelqu'un a peur de se faire prendre puis peur que si tu te fais prendre à voler des vieux, là, tu vas passer des années en prison, tu croiras même pas ça, tu vas gâcher ta vie. Parce que là, les gens, ils réfléchissent même pas. Ils disent, de toute façon, tu veux-tu faire de l'argent facile? La fraude. C'est devenu... C'est vrai qu'il n'y a pas de conséquences. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais c'est parce que moi, j'écoute parler des personnes du troisième âge autour de moi. Et c'est rendu, ils ont peur d'un courriel. Là. Ben oui. Ils ont peur de tout. Là, un courriel rentre, un texto. C'est-tu une fraude? Donc, il y a l'industrie de la fraude, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc, tu sais, je pars du vol d'auto pour dire le vol d'auto, voilà un exemple, on s'est fait dire, tu sais, au point de vue policier, c'est impossible à régler. Puis là, on nous dit un peu la même chose à propos de la fraude. Si on décidait que la fraude, on aura le pompon, là, on dirait aux gens, dès que vous recevez un courriel frauduleux, envoyez l'adresse de provenance, envoyez-le immédiatement à la police. Un numéro de téléphone, un appel frauduleux, immédiatement à la police, puis on fait pas l'enquête dans 6 mois, on fait l'enquête dans 5 minutes. Là, on pense, c'est quoi ce numéro-là? À qui? OK, qui est ce numéro-là? C'est l'adresse IP, c'est-tu Bell, TELUS, Vidéotron? Qui a fourni le cellulaire de cette personne-là? Qui paye le compte? C'est facile pour eux de leur tracer ça. Là. On court après. C'est facile quand tu as les ressousses. Ouais. Et ça va être l'enjeu. Parce que moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais la fraude, ça se peut plus. Je te dis, la fraude, c'est devenu un fléau là, qui écœure vraiment tout le monde. Bon, voilà, assez. On en sait davantage sur la FIC là, qui a publié un peu les grands éléments de cette proposition du conciliateur qui pourrait devenir la nouvelle convention collective. Et on est en train de décortiquer ça ce matin, Mario. On va y aller avec les points importants qui avaient fait les manchettes, entre autres sur la mobilité de la main-d'œuvre. C'était un enjeu. Là, on en sait davantage à ce qui sera sur la table. Il ne pourra pas y avoir plus de 40 km entre les installations les plus éloignées d'un centre d'activité d'un même établissement. Globalement, 40 km, puis tout dépendant, des fois, c'est moins que ça. Par exemple, Ville de Québec, on parle de 15 km. Donc, si quelqu'un, je sais pas moi, un employé est transféré temporairement d'un centre X à un centre Y faut à pas Québec. Qu'il y ait plus que 15 km de son lieu de travail régulier. Exactement. Là. 30 km pour la région métropolitaine. La FIC aussi va participer à l'équipe volante, la fameuse équipe volante qui décollait pas parce qu'on manquait de monde. Donc, on a dû aussi augmenter, si tu veux, pas augmenter, mais repousser l'échéancier pour le recours aux agences privées. Donc, cette équipe volante-là serait déployée prioritairement en Abitibi, en Outaouais et sur la Côte-Nord. Et là, il y a des primes, des montants forfaitaires. C'est vrai qu'il y a des primes qui existaient déjà depuis la COVID, puis dans l'enjeu de la négociation, c'est que lesquelles on rend permanentes, puis comment on les rend permanentes. C'est ça. Alors, de 50 et 100 $, donc des primes, des allocations de déplacement, on parle de kilométrage, de repas, bien sûr, lieu d'hébergement aussi, et il y a tout ce qui concerne aussi le rattrapage, en chirurgie et les périodes critiques. On sait que l'été, ça en est une. Alors, l'été, 20 semaines, l'été, les fêtes, c'est toujours 2 périodes épouvantables, donc 20 semaines de primes pour période critique. Et je vous rappelle que les syndiqués vont se prononcer sur cette entente-là, qui a été présentée par le conciliateur et les délégués de la FIC ont accepté de le présenter aux membres. Ça va se faire entre le 15 et le 17 octobre prochain, Mario. Dès que Pierre Poilievre a présenté sa motion pour renverser le gouvernement, le chef du Bloc, qui est François Blanchet, a dit « Moi, je ne voterai pas, je n'embarquerai pas dans la stratégie Poilievre, je ne voterai pas pour cette motion. » Et hier, je pense pas que François Blanchet l'avait vu venir, celle-là. C'est François Legault qui l'a blâmé, qui lui a dit « Dans l'état actuel des choses, tu devrais pas, le Bloc, maintenir au pouvoir Justin Trudeau. » Mais je te dirais, je pense qu'on a été plusieurs à être un peu surpris de la sortie de François Legault. Qui arrivait comme un peu du champ gauche. Oui, c'est ça. Donc,
dans les corridors de l'Assemblée nationale, François Legault qui a interpellé, oui, Yves-François Blanchet, mais via Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Paul, parle à ton chum. Paul parle à Yves-François, essaie de le faire changer d'idée pour finalement qu'il appuie les conservateurs dans le dépôt la semaine prochaine de la motion de non-confiance puis qu'il fasse tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Ce à quoi, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas voulu donner suite. Je vous ferai entendre d'ailleurs ses propos suivis d'Yves-François Blanchet aussi, là, qui a dit, écoutez, là, moi, là, j'embarque pas là-dedans. Je veux faire des gains, notamment sur la pension des aînés. Et écoutez, François Legault également, de quelle façon il avait présenté sa demande à ses deux homologues.